Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans la conception républicaine que nous faisons de nos institutions, la séparation des pouvoirs et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement ne sont pas négociables. Cela signifie simplement que nous ne sommes pas un pouvoir subordonné au pouvoir exécutif. Cela signifie que nous n'avons de compte à rendre qu'à la nation et aux Français dont nous tirons notre légitimité. Voilà pourquoi nous avons, Monsieur le Premier ministre, hésité à venir ici à Versailles écouter un président de la République qui n'a pas vraiment compris que le Parlement n'est pas sa chose, n'est pas son jouet ou n'est pas une sorte de marchepied qui lui permettrait de s'élever pour renforcer son propre pouvoir. Le président de la République a choisi de parler beaucoup de lui, beaucoup à votre place, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est vous qui, normalement, êtes responsable devant le Parlement. Il a également choisi de parler très peu de la Constitution, alors que c'est lui seul qui a décidé de mobiliser pendant des semaines et des semaines le Parlement sur ce sujet. Et la pratique qu'il instaure sur l'article 18 de notre Constitution est contestable, car jamais cet article 18, cette parole n'a été conçue comme un discours de politique générale. Et si le Président de la République et si votre majorité fait passer l'amendement annoncé, nous allons clairement vers un changement de régime, vers un régime présidentiel et vers la fin du poste de Premier ministre. Et oui, il est temps, mes chers collègues, de lever la tête. Et lever la tête, c'est commencer par dire que la révision des institutions que nous propose le chef de l'État est dangereuse. Allons-nous donner un chèque en blanc à M. Macron pour réduire les pouvoirs du Parlement? Depuis 1974, tous les présidents de la République, et particulièrement Nicolas Sarkozy, grâce à la révision de 2008, ont compris et ont accepté que la France a besoin d'un équilibre des pouvoirs entre son Parlement d'un côté et son gouvernement de l'autre. Alors que c'est une évidence qu'un grand pays démocratique mérite un Parlement respecté, cette majorité s'apprête à affaiblir l'Assemblée nationale et le Sénat de la République. Les affaiblir en corsetant la procédure parlementaire, en s'attaquant au bicamérisme. Les affaiblir en réduisant le temps démocratique du débat budgétaire. Les affaiblir en augmentant la mainmise du gouvernement sur l'ordre du jour. Les affaiblir en consacrant une chambre de la société civile, ce CESE du Nouveau Monde, qui deviendrait une sorte de déconsidération de l'Assemblée nationale. Et je suis sans doute un des mieux placés pour en parler. Quelle est la légitimité démocratique de représentants associatifs, syndicaux ou patronaux pour faire la leçon aux élus de la nation qui, eux, tirent leur légitimité du suffrage universel? Depuis plusieurs mois, une immense campagne de déstabilisation vise le pouvoir parlementaire. Nous serions tour à tour incompétents, inefficaces, trop payés, corrompus. Les propositions du Président de la République attisent et participent de ce mouvement totalement irresponsable. Accréditer l'idée que des parlementaires seraient trop nombreux et qu'ils sont d'abord préoccupés par la défense de petits intérêts électoraux fait courir de grands dangers pour l'ensemble de notre système démocratique et pour l'équilibre de nos institutions. Ceux qui défendent à la fois de grandes circonscriptions et le scrutin proportionnel ne connaissent pas la France et la subtilité de sa construction historique et géographique. Votre décision de créer des circonscriptions à taille inhumaine, 2 fois plus grandes qu'aujourd'hui, va rétrécir le lien entre la nation et les élus. De tout temps, en France, les députés et les sénateurs, élus de proximité, ont joué un rôle majeur pour assurer une représentation équilibrée du pays et pour adoucir la tendance jacobine et centralisatrice. Avec cette réforme, vous faites prendre au pays le chemin d'un pouvoir technocratique, éloigné du terrain et coupé des réalités. C'est le penchant naturel de l'État Macron. L'actuel président de la République n'est pourtant qu'un maillon de la longue histoire de France. Même s'il en doute, et parce qu'il en doute, il est bon de lui rappeler que des Français de qualité, compétents et patriotes ont gouverné notre pays avant lui. Des Français de qualité, compétents et patriotes le gouverneront après lui.
Voilà pourquoi nous lui demandons solennellement de ne pas prendre le risque d'évolution institutionnelle hasardeuse. Voilà pourquoi nous lui demandons de renoncer à la réforme du mode de scrutin des élections législatives. Les pères fondateurs de la Ve République ont beaucoup hésité à constitutionnaliser le mode de scrutin uninominal majoritaire. Il s'en est fallu de peu qu'il ne soit inscrit dans notre Constitution. Et le moment est sans doute venu de constitutionnaliser le scrutin majoritaire, car ce mode de scrutin garantit la stabilité gouvernementale. Il est en vérité la seconde clé de voûte des institutions de la Ve République. En élisant les députés à la proportionnelle, vous mettez le ver dans le fruit institutionnel. Vous prendriez une décision insensée au moment même où le scrutin proportionnel produit des situations politiques d'une grande confusion en Italie, en Allemagne et on pourrait même dire également en Espagne. En conscience, et parce que la Constitution nous transcende, nous devons partager une idée simple. Les réformes proposées par-dessus les Français, sans les consulter, feront glisser le régime sur une mauvaise pente. C'est la même entreprise de déconstruction qui est à l'œuvre dans votre politique à l'égard des collectivités locales, Monsieur le Premier ministre. Une politique contraire à la tendance historique puissante depuis 1982, une politique qui asphyxie les libertés locales, une politique finalement aveugle qui pense que des cerveaux soi-disant bien faits, soi-disant bien formés et habitant à Paris ou dans les grandes métropoles peuvent imposer leur vision du monde à tout un pays. S'il ne fallait prendre qu'un exemple pour caractériser cet aveuglement, ce serait la décision d'imposer aux Français arbitrairement de rouler à 80 km/h sur les routes départementales. Ce qui choque, c'est votre refus et souvent votre mépris à l'égard des acteurs de terrain. Ce que vous considérez comme du courage, Monsieur le Premier ministre, n'est en réalité qu'une arrogance. Oui, mes chers collègues, le macronisme, c'est d'abord une jactance. Nous avons été nombreux à juger sévèrement le président Hollande sur l'exercice de sa fonction. Passé le moment où nous aurions pu croire que M. Macron incarnait la fonction en donnant une bonne image de la France sur la scène internationale, le temps est venu de dire que le président de la République inquiète de plus en plus nos compatriotes. À quel autre président aurait-on pardonné des propos honteux mis en scène sur le pognon de dingue que coûte notre système de protection sociale? À quel autre président aurait-on pardonné de considérer que certains de nos concitoyens ne sont rien, mes chers collègues? À qui on aurait pu pardonner cela? À quel autre président aurait-on pardonné le limogeage d'un grand chef militaire? À quel autre président pardonnerait-on d'avoir augmenté de 25% la CSG sur les retraités, de surtaxer l'essence, de sacrifier fiscalement les classes moyennes, tout en supprimant l'exit tax? Pour quel autre président aurait-on fait preuve d'une telle indulgence face à une politique aussi dangereuse, aussi naïve en matière de politique migratoire, en matière de sécurité et de protection des Français contre le terrorisme? Une grande partie de nos partenaires européens ont déjà renoncé à toute indulgence à l'égard d'un président qui, finalement, est plus soucieux de se mettre lui-même en scène que de défendre la place de la France sur la scène internationale. Tous les Français qui n'ont jamais cédé de terrain aux sirènes macronistes, tous ceux qui en reviennent, comprennent que le « en même temps » est un leurre qui ne marche pas. Ils comprennent que notre pays, ce grand pays démocratique, a besoin d'une gauche, a besoin d'une droite qui s'assume, d'une droite consciente qu'elle a pu décevoir, mais fière des valeurs qui la fondent. Et pas depuis quelques jours, pas depuis un an, mais depuis des décennies. Nous sommes cette opposition, dépositaire notamment de l'héritage gaulliste et qui ne courbera pas l'échine face à un pouvoir technocratique. Nous sommes cette opposition parlementaire qui supporte de moins en moins le caractère et les attitudes d'un homme qui lui-même, dans un éclair de lucidité, a reconnu le 14 février dernier qu'il était le fruit d'une effraction. Parce qu'il est le fruit d'une effraction, il repartira sans doute comme il est arrivé. C'est lui qui l'a dit. En 1958, les Français ont choisi leur Constitution. C'était le monde d'avant.
En 2018, nous nous apprêtons, dans un entre-soi très peu démocratique, à modifier l'équilibre de nos institutions. Sincèrement, je préfère le monde d'avant, celui où nos chefs d'État avaient le courage de consulter les Français. La Constitution est leur Constitution. Elle n'appartient à aucun d'entre nous, pas plus à M. Macron. Son devoir est de soumettre une aussi profonde évolution au peuple français. Merci. Merci.